département du territoire, Madame la Présidente de la Fondation Emma Camacher, Monsieur le Vice-président, chers membres et experts du jury, chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, et surtout, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous dans cette salle du Faubourg, aimablement mise à disposition par la ville de Genève, un espace d'exposition accueillant aujourd'hui les travaux du concours logement et l'activité promue par la Fondation Emma Camacher. Cette démarche de consultation se voulait ouverte, attentive au plan logement, innovante dans les espaces communs et de plus alliant écologie et économie dans les concepts constructifs et énergétiques. Tout un programme, me direz-vous. La recherche de l'habitat idéal. S'il n'existe pas en soi, il est en tout cas désiré par chacun d'entre nous. Habiter est un ensemble biodynamique qui doit pouvoir articuler toutes les fonctions nécessaires à la vie familiale, individuelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du logement. Le programme et les objectifs de la Fondation ont insisté sur la recherche d'un plan logement proposant une réelle autonomie, alors vous l'auriez certainement vu dans le programme, entre cuisine, séjour et espace d'échange. De plus, il s'agissait de concevoir un bâtiment qui offre une hospitalité et une certaine domesticité du lieu et du quartier en devenir, en l'occurrence le Relier, dans la commune de Plan-les-Ouates. S'ajoute à cela la dimension du droit au logement, évoquée ici par Alto, que je cite. Tout individu étant source d'énergie, rien n'est plus anti-économique que de maltraiter la question du logement du point de vue social. En effet, la Fondation entend promouvoir des logements HBM destinés à des ménages à revenus modestes, des personnes seules et des familles de formes multiples. Cette consultation a suscité l'intérêt de 125 candidats sur 152 inscriptions reçues en mars 2021. Si le concours est une délicate mise en concurrence, il offre aussi l'opportunité d'explorer, d'engager une recherche approfondie dans divers domaines. C'est un choix d'investissement intégral, considérable et surtout absolu pour les architectes. Et aussi pour les maîtres d'ouvrage. On va y revenir tout à l'heure. Je profite de l'occasion d'adresser notre vive gratitude aux 125 agences et ateliers qui ont produit des projets de très bonne tenue, ce qui a rendu plus difficile et complexe les travaux du jury. Nous sommes également heureux d'avoir pu, dans cet espace, aussi tous les montrer, ce qui n'était évidemment pas évident au vu du nombre. Nos remerciements s'adressent également à tous les membres du jury et des experts qui se sont investis avec rigueur et compétence dans l'analyse de l'ensemble des projets, et bien sûr à Alessandra Serri et l'équipe de l'Atelier 4 pour l'organisation du concours. Face au nombre important des dossiers, il a fallu adapter la démarche d'évaluation pour parvenir à sélectionner 12 projets pour une deuxième phase qu'on appelle deuxième degré. Les critères formulés ont permis l'approfondissement de la conception des logements, des communs du rez-de-chaussée, ainsi que les principes constructifs et écologiques et énergétiques. Ici, peut-être qu'il faut relever une exception par la Fondation qui a accepté, et ce qui a notamment motivé les 2 degrés, d'appeler les candidats à être plus inventifs dans la programmation du rez-de-chaussée qui devait rester commun, c'est-à-dire le principe de aucun logement au rez-de-chaussée pour pouvoir préserver l'intimité dans les étages et rendre effectivement collectifs ces rez-de-chaussée qui sont un des vecteurs de la mixité sociale et d'affectation. L'évaluation du jury et des experts s'est penchée principalement sur ces qualités, des différents appartements, on en discutera je pense énormément tout à l'heure, ainsi que des propositions d'affectation, en relation avec les espaces collectifs du cœur d'îlot et des espaces du domaine public. Il faut voir que le Relier a fait un concours sur les espaces publics qui précède dans le fond la construction des logements, et ça c'est important à le souligner. Le choix final du jury s'est porté sur le projet Merisier, caractérisé notamment par la grande qualité typologique traversante, les prolongements extérieurs par des balcons des 2 côtés du logement. C'est un peu la leçon de l'après-Covid, qu'on espère en tout cas tirer pour la suite de la production. La perméabilité du rez-de-chaussée, l'accessibilité au logement, comment on se rend à son logement, pas seulement par un tuyau, mais avec, disons, une rue intérieure très intéressante. L'évolution possible des logements dans le temps, avec une forme peut-être des fois utopique qu'on appelle flexibilité, et puis la bonne maîtrise constructive, énergétique et économique.
Le projet LERA nous sera présenté tout à l'heure par Eric Argemi, architecte, après les différentes interventions qui suivront, ainsi que la présentation des autres équipes qui ont été primées. Au-delà de la préparation du concours, cette procédure en 2 phases s'est déroulée pour les candidats du mois de février en septembre, soit sur 7 mois. Un grand merci à la Fondation Emma Camacher, sa direction, son secrétariat, son administration, pour nous avoir fait confiance dans cette essentielle promotion architecturale du logement social. Il est intéressant ici de questionner l'investissement que cela coûte pour un maître d'ouvrage, mais aussi quelle part d'investissement en temps de travail que cela représente pour les candidats. À ces 2 questions, nous tentons de donner quelques chiffres sur l'investissement de la Fondation. Le budget consenti par le maître de l'ouvrage se monte à environ 450 000 francs. Il représente environ 1,5, peut-être 2% du coût total de la mise en œuvre et de l'opération, tout en offrant au maître d'ouvrage une bonne partie de la phase d'avant-projet. C'est important à le rappeler quand même. Pour tous les projets rendus, le poids économique total des heures de travail de l'ensemble des candidats représente 5 millions pour le premier degré, environ 300 et 400 heures de travail. Ça reste approximatif, mais ça donne un ordre de grandeur. 800 000 francs pour le deuxième degré, plus de 500 heures de travail par candidat. Et puis l'organisation, 500 000 francs pour l'organisation et la planche de prix, soit un coût total de 6 millions et demi, donc plus de 90% à la charge des 125 bureaux candidats. Voilà. C'est important quand même à souligner parce que beaucoup de gens qui ne sont pas dans la profession s'étonnent de cette pratique. C'est vrai que les bureaux d'architectes investissent énormément par année, presque gratuitement, en tout cas, sans être rémunérés, une manière de se trouver du travail, donc c'est une manière de participer au débat de façon concrète avec cette culture du projet qui les anime. Enfin, je conclurai plus globalement, la question du droit au logement, de la qualité de l'habitat, du rapport à la rue, à la ville et au paysage contribue au bien-être de l'existence, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir exposer les 125 contributions. Elles constituent une incitation bienvenue au débat public et global sur la fabrication de la ville et surtout vers un urbanisme d'espoir. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant au président. Non ? En principe, c'est à moi. Mais... Merci à monsieur le président du jury, Marcelin Bartassa, qui s'est acquitté des salutations protocolaires et qui m'en dispense de les répéter. Je me permets donc de vous saluer de manière plus amicale, monsieur le conseiller d'État, cher Antonio, madame la maire qui va nous rejoindre, chère Fabienne, et chers collègues, amis et amis, partenaires de cet acte si complexe de construire, mesdames et messieurs. Lors de ma première intervention en tant que présidente de la Fondation Emma Camacher, il y a presque 2 ans maintenant, je rappelais que lorsqu'on s'engage pour le bien public, il est fréquent que l'on sème des graines pour que d'autres les récoltent après nous. Et que dans le domaine de la construction de logements, ceci est particulièrement vrai. Le 15 mai 2011, il y a un peu plus de 10 ans, le corps électoral acceptait à 56% de faire évoluer une partie du canton de zone agricole en zone d'habitation, de créer un nouveau quartier, une nouvelle tranche de ville. Comme à l'accoutumée, les communes impactées refusaient cette modification de zone à environ 60% de nous. Avec la prise de conscience grandissante de l'urgence climatique, avec la légère détente sur le front de la crise du logement, avec les règles fédérales concernant les surfaces d'assolement, je ne sais pas qui, aujourd'hui dans cette salle, parierait sur l'acceptation d'une telle modification de zone s'il était voté aujourd'hui. Moi pas. Cet élément doit nous faire prendre conscience à quel point, pour nous, actrices et acteurs de la construction, à quel point cet objet est précieux, à quel point également notre responsabilité est grande. D'abord précieux parce que rare. En effet, les perspectives en termes de création de logements HBM pour ces prochaines années ne sont pas réjouissantes. Et bien évidemment, ce sont les personnes les plus précaires de notre canton qui en paieront le prix en première ligne, puisqu'elles n'ont pas d'autres alternatives que le logement d'utilité publique pour espérer concrétiser leur droit au logement. Rare aussi pour les professionnels architectes, qui, comme l'a très bien rappelé Marcelin dans son intervention, ont eu l'opportunité
grâce à l'organisation du concours SIA, de démontrer leur savoir-faire et leur créativité. Grande est notre responsabilité, car chaque projet, chaque construction est aujourd'hui scrutée et est l'ambassadeur des suivants. Si on veut pouvoir continuer à construire des logements dont toutes les catégories d'habitants et d'habitantes du canton ont besoin, il est indispensable que la qualité de ce qui est produit soit exemplaire et permette de rêver cet habitat idéal. À cet égard, les fondations immobilières de droit public, les coopératives qui seront nos voisins dans ce secteur, les collectivités publiques, comme la commune de Plan-les-Ouates, dont je salue l'attitude positive et facilitatrice tout au long du projet, ces entités, les maîtres d'ouvrage d'utilité publique, ont un rôle spécifique d'exemplarité à jouer. La Fondation Emma Camacher a pris ses responsabilités, tant par le choix d'un concours SIA 142 à 2 degrés, garant à mon sens de qualité et de créativité, que par les exigences du cahier des charges, mettant l'accent sur l'habitabilité, l'innovation dans les espaces communs, l'exemplarité sur la conciliation de l'écologie, de l'économie, la promotion de la mobilité douce et la convivialité dans le vivre ensemble. Je crois que les concours SIA, j'ai eu la chance d'en faire 2. C'est le deuxième, et j'ai retrouvé dans ces 2 expériences la même émulation positive, la même qualité de réflexion, la même ambiance particulièrement riche et constructive, tout en étant bienveillante au sein du jury. Et c'est l'occasion pour moi de dire que c'est vraiment une expérience. Alors oui, il faut investir dessus, Marcelin l'a rappelé, ça a un coût, mais c'est véritablement une expérience qui est, à mon avis, garante de qualité, garante d'innovation et qui est vraiment, qui permet vraiment, je pense, tant aux architectes de pouvoir s'exprimer et proposer des choses qu'aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique, de s'ouvrir à ces nouvelles formes d'habitat, de faire évoluer les projets et de pouvoir ainsi sortir, on l'espère, ce qu'on appelle ces logements exemplaires. L'investissement en temps des experts et des concurrents, évidemment, est conséquent, mais il nous donne l'espoir d'atteindre ces objectifs ambitieux. Maintenant, nous sommes au milieu du gué et nous devons, avec le lauréat, travailler à cette phase si exaltante de la concrétisation de ces projets qui vont devenir ce quartier. Et ainsi, je pourrais conclure en espérant que les graines semées permettront de récolter des fruits idéaux dans un futur, si possible, assez proche, et sinon pour nos successeurs. Il me reste évidemment à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, tant dans l'organisation du concours que les concurrents qui ont passé beaucoup d'heures à présenter ces projets. Je tiens vraiment à souligner ici l'excellente ambiance qu'il y a pu avoir au sein du jury et vraiment l'émulation positive, aussi en collaboration avec que ce soit les services de la commune ou les services cantonaux qui étaient présents à ces étapes-là. Et j'espère que les résultats que vous pouvez voir et découvrir aujourd'hui vous montreront véritablement les ambitions que nous avons, je crois, en concert avec la commune de Plan-les-Ouates pour la réalisation de ce futur quartier du Reuillet. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Fabienne Monbaron, conseillère administrative de la commune de Plan-les-Ouates. Bonjour à tous. En tant que représentante des autorités de la commune de Plan-les-Ouates, je voulais vous dire que nous sommes très contents de l'arrivée de la Fondation Emma Camacher sur le périmètre du Reuillet. D'une part, car cela va diversifier les acteurs du périmètre, et d'autre part, car la Fondation est composée de personnes qui savent quoi faire et comment faire pour intégrer au mieux cette nouvelle future population. Et ce sont des personnes qui sont ouvertes à la discussion, au partage d'idées, et c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec elles. Nous sommes contents d'avoir pu participer à ce concours, je dirais à cet incroyable concours, parce que 135 dossiers, c'est pas une mince affaire, vous pouvez le voir ici. Surtout que dans ce concours, il y avait des contraintes réglementaires qui étaient quand même assez fortes. Et au final, c'est à l'unanimité que le lauréat a été désigné, marquant ainsi l'arrivée du dernier projet de logement sur cette pièce EA. La commune ayant de son côté déjà réalisé un appel à coopérative pour environ 60 logements, pour lesquels elle mettra du terrain à disposition en droit de superficie. Elle a également réalisé un concours d'architecture pour du logement en loyer libre et en PPE, et ainsi du logement IAPA qui sera
ensuite donné à la Fondation René Yeke de Bloch aussi en droit de superficie. Je suis essoufflée parce que je me suis trompée de salle, j'étais sur l'autre rive, je viens d'arriver à pied. Donc voilà. Notez que ce périmètre verra également l'arrivée de Foyer Handicap, qui va amener ici ses logements et ses activités pour ses résidents. Il ne restera donc plus que les immeubles d'activité qui vont regrouper un pôle santé et notamment un EMS au bord de la route de base, qui doivent encore faire l'objet d'un appel à projet ou d'un concours d'architecture pour que l'on puisse commencer à se représenter tout ce périmètre du premier quartier du Relief. Clairement, pour nous, ce ne sera pas une ville dortoir, ce sera vraiment un lieu de vie où l'on va dormir, certes, quand même un peu, mais surtout, on va vivre grâce à la diversité des services, des loisirs, des équipements publics, des espaces sportifs et culturels qui vont permettre les interactions et une vraie vie dans ce quartier. En amont de ces projets, c'est quand même déjà un grand travail qui a été réalisé depuis 10 ans avec des acteurs qui se sont ajoutés au fil du temps. Il y a eu de nombreuses séances, des réflexions qu'on ne voyait pas vraiment aboutir et finalement qui aboutissent avec des projets qui sont bien plus concrets que ce qu'on avait pu imaginer. Je vais y arriver. Tranquille. Alors voilà, comme je le disais, de toutes ces séances, avec tous les acteurs, tous les opérateurs, nous avons eu également la commune de Confignon pour partie, le canton, dans l'optique de réaliser un véritable écoquartier sur ce périmètre des Cherpines, et un écoquartier qui de surcroît ça réussit, pas qu'il en ait que le nom. Alors c'est vrai que la barre a été placée assez haute, mais il faut dire vraiment que l'adhésion a été très marquée de la part de tous les acteurs. Et j'aimerais saisir ici l'occasion pour tous les remercier toutes les personnes concernées, pour tout le chemin qui a été parcouru pour arriver où on en est maintenant, mais également pour tout celui qui reste à parcourir et qui ne sera pas forcément plus facile, mais qui nous mènera vraisemblablement au but que nous nous sommes tous fixés. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour ce concours, et notamment les organisateurs, parce que c'était franchement pas une petite affaire. Vous pouvez le constater. J'aimerais remercier la FEC pour son invitation, pour la collaboration qu'on a eue à ce jour, pour la collaboration future, et pour également toutes les discussions qu'on va encore avoir, et notamment avec la coopérative, puisque vous allez partager le même périmètre. Merci à tous et bonne suite. La parole maintenant est à Antonio Gers, président du département du territoire. Merci. Là. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers administratifs, madame l'ancienne conseillère d'État, mesdames et messieurs, il y a quelques années, j'étais invité à une conférence sur les questions d'aménagement de logement dans le sud de la France. J'avais déclaré que notre ambition en matière de logement social est qu'il ne se voit pas comme logement social. Que la meilleure intégration urbaine possible d'un immeuble d'HBL, c'est-à-dire le logement le plus social dans nos catégories de logements sociaux, eh bien, c'est que lorsqu'on passe à côté, on ne le différencie pas des autres immeubles. Ça avait fait ricaner la salle. Et pourtant, mes chers, on y est. Regardez la qualité du produit. Regardez le soin sur le traitement de façade, sur les espaces intérieurs, sur la luminosité, sur les enjeux de rez-de-chaussée que vous avez évoqués, et d'une manière générale sur la qualité globale de ce qui est produit. Je mets au défi les gens qui étaient des professionnels pourtant de l'immobilier à l'époque où j'étais en France, eh bien, de dire que cet immeuble est un immeuble d'habitation bon marché. Et ce succès, mesdames et messieurs, il est important parce qu'on le sait, dans nos sociétés, la ségrégation est fortement, j'allais dire commence, peut-être un peu abusif, mais en tout cas est fortement marquée par le lieu d'habitat. Elle est fortement marquée par les périmètres là où l'on s'installe et bien évidemment, in fine, par les immeubles et les infrastructures que l'on a autour. Et c'est ce défi-là, je trouve qu'aujourd'hui est magnifiquement relevé par Genève, par vos fondations, les fondations immobilières de droit public, par la FEC ici, mais évidemment l'ensemble des fondations, qui aujourd'hui, en ayant intégré le concours d'architecture comme outil de la qualité, eh bien, rendent possible
cet objectif justement d'offrir des logements sociaux qui sont indistincts du reste des logements construits. Et ceci n'est pas anodin sur la cohésion sociale. Ceci n'est pas anodin sur les dynamiques territoriales que sont les nôtres. Et effectivement, qu'on voit une commune ici, Plan-les-Ouates, dans le cadre d'un nouveau quartier qui, effectivement, avait voté non à l'époque de ce déclassement, mais qui a pu bénéficier d'élus locaux qui ont pris finalement leur responsabilité en assumant le fait qu'il y avait un déclassement et que le quartier allait se construire, eh bien, ont su également investir dans tout ce qui fait la qualité d'un quartier au-delà de son immeuble, au-delà de sa façade. C'est bien évidemment les espaces publics, c'est les infrastructures publiques, les infrastructures communales, le soin apporté aux espaces communs et le fait que vous ayez justement dans ce quartier d'abord valorisé les espaces communs avant de passer au bâti. Et puis, il y a le travail de fond qui est celui des professionnels. On a beaucoup de débats, et vous avez vu, la Tribune de Genève s'est lancée dans une série intéressante qui est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui dans le contemporain? Pour beaucoup de gens, eh bien, c'est rien. On n'aime pas le contemporain. D'ailleurs, les musées d'art classique sont généralement plus remplis que les musées d'art contemporain, parce que les gens retrouvent dans l'art classique, évidemment, des choses qui sont établies depuis des siècles. Mais il ne faut pas oublier que l'art classique que l'on admire aujourd'hui, ou du patrimoine bâti ancien que l'on admire et que l'on protège aujourd'hui, a été une époque du patrimoine contemporain. L'art classique a été une époque de l'art contemporain. Et que son introduction dans la société s'est faite avec les mêmes difficultés que celles que nous vivons, qui est marquée aujourd'hui par un rejet qui, à mon sens, n'a rien à voir avec le climat, qui n'a rien à voir avec l'écologie. Parce que le droit au logement est un droit fondamental, il ne saurait être opposé à l'écologie. L'écologie intègre les droits fondamentaux de tout un chacun. Et donc on peut discuter du taux de motorisation, on peut discuter de nos déchets, on peut discuter d'où on part en vacances, très bien. On ne peut pas discuter du droit au logement. Et ça, c'est l'aspect extrêmement fort, j'aimerais en conclure par là, de l'action qui est la nôtre collectivement, qui est celle de matérialiser le droit au logement sur notre canton, parce que alors, le matérialiser de l'autre côté de la frontière, ça oui, c'est un impact écologique, ça oui, c'est un impact élevé, mais le matérialiser au sein de nos frontières, c'est répondre aux besoins de notre population, c'est répondre finalement par la qualité aux besoins de nos populations. Et ça, peut-être que c'est un message que nous devons peut-être aujourd'hui collectivement répéter. Nous devons répondre aux besoins fondamentaux. On ne saurait opposer le projet écologique aux besoins fondamentaux, mais nous devons le faire avec la qualité. Et c'est là où on reboucle la boucle du travail qui a été fait dans le cadre de ce projet. 60 logements, ça semble modeste, mais derrière ce projet, il y a tout qui est exemplaire. Je le disais, le travail de la commune, les espaces publics, le travail d'une fondation immobilière de droit public autour du HPM, du logement social, et une intégration en lien avec d'autres coopératives, avec d'autres acteurs, dans le cadre d'une mixité des typologies de logement. Je crois que ce projet-là, ces quartiers-là, eh bien, demain, ils seront une évidence, même si aujourd'hui ils sont contestés. J'ai calculé qu'on a construit, j'ai pris 2013, depuis mon arrivée au Conseil d'État, environ 10 000 logements. Ça fait 20 000 personnes qui ont trouvé un logement. Et mesdames et messieurs, c'est vrai que si l'acte de construire est collectif et contesté collectivement, le moment où vous recevez vos clés et vous sortez d'une galère, vous sortez d'un appartement suroccupé, vous fuyez un couple toxique, vous vous retrouvez au chômage avec perte d'emploi et la nécessité de vous replier, et que vous avez accès au logement que vous offrez dans votre projet, il y a une énorme gratitude. L'injustice fait que cette personne-là, quand elle a son bien individuel, elle est tellement dans sa dynamique personnelle qu'elle ne pense pas. Regardez le nombre de personnes qui est ici ce soir, le nombre d'heures que les bureaux d'architectes ont mis, le nombre de millions qu'il a fallu investir pour aboutir à ce résultat. Accéder à un logement
est un acte personnel, est un acte intime, est un acte que les gens, finalement, dont les gens ne perçoivent pas, finalement, le travail politique, professionnel et finalement de la dynamique collective qu'il a fallu pour avoir cette satisfaction personnelle. Mais c'est comme ça. Nous devons quand même le faire. Et je peux vous dire que chaque semaine, je reçois des lettres désespérées des gens dans une situation impossible qui cherchent vraiment à se loger. Et notre rôle, votre rôle, mesdames et messieurs des fondations immobilières de droit public, c'est de répondre à ce défi-là. C'est de répondre aux besoins du logement. C'est d'être dans la première ligne de la concrétisation d'un droit constitutionnel, de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est celui du droit au logement. Merci encore pour le travail qui a été fait et bonne suite à vous. Alors, on va peut-être passer à une présentation assez rapide parce que je pense qu'aussi tout le monde a aussi envie de partager envers de l'amitié après coup. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on vous présente les équipes lauréates qu'on va appeler ici et on pourra peut-être juste souligner 2 ou 3 éléments. Donc, on a 12 équipes retenues au 2e degré. Au vu du nombre et de la qualité du travail, le jury a dérogé à son règlement puisqu'on prévoyait une dizaine de projets, que finalement c'est à l'unanimité qu'on a modifié et qu'on a porté 12 projets. Je dois vous dire que c'est toujours assez compliqué pour ceux qui ont déjà fait la pratique des jurys de concours de se détacher d'un certain nombre de projets parce qu'il y a aussi des choix de jury et puis il y a des qualités partout. Plus ou moins forte et à un moment donné, effectivement, on doit malheureusement utiliser ce mot de sélection qui est évidemment terrible. Alors je préférerais plutôt opposer le mot choisir que sélection. Alors d'abord, on va féliciter le premier rang qui est le bureau de Henrik Argemi, le projet Morisier, que j'appelle ici peut-être au pupitre. Est-ce que Henrik, voilà, peut-être... Félicitations. Voilà, donc on donnera la parole tout à l'heure donc au lauréat pour qu'il explique, disons quand même brièvement, parce qu'autrement le temps se rallonge, les caractéristiques de ce projet. On a surtout été impressionné par la clarté du plan et surtout une nouveauté pour du logement social. Le président Edgers l'a souligné tout à l'heure, on offre des balcons de part et d'autre dans une orientation nord-est, presque est-ouest, ce qui évidemment constitue un confort considérable, avec des paramètres aussi que la Fondation et le jury avaient décidé de mettre en avant. C'est d'ailleurs la même chose sur les autres, dans cette autonomie possible du living, du séjour et disons d'éviter des pièces commandées qui augmentait la complexité, puisqu'en même temps, on a la possibilité de créer un seul espace, et donc c'est une des caractéristiques de ce projet, avec une grande perméabilité au rez-de-chaussée. J'appelle le 2e rang, Odette Vetter, le projet Odette Vetter, le bureau Luca Architecture. Alors c'est un projet particulier, vous le verrez tout à l'heure, juste quelques mots quand même, de dire qu'on a un contraste de façade, on a une façade très organique du côté cœur d'îlot à l'ouest, et puis du côté rue, on a une façade plus calée, on va dire, sur le plan localisé de quartier. Il y avait une approche qui intéressait dans le fond le jury dans des qualités spatiales, une certaine originalité de plus suivre l'orthogonalité traditionnelle, mais avoir une situation géométrique en biais. Donc je ne vais pas m'allonger encore sur ce projet, mais c'est une des raisons qui a fait que ce projet nous semblait particulièrement intéressant. J'appelle le 3e rang le projet Millefeuille, Pierre-Alain Duprat, architecte, le bureau de Pierre-Alain Duprat, architecte.
Merci. Voilà, donc vous allez certainement nous questionner, mais on ne va pas ouvrir un débat sur les typologies, mais vous voyez que du premier au troisième rang, on a la même famille, comme du deuxième au quatrième rang, on a une même famille. Et il y a eu des longues discussions pour pouvoir s'expliquer. Les membres du jury qui sont présents ici pourront peut-être directement vous donner des explications plus détaillées. Donc ici, on a un balcon qui fait le pourtour dans le fond du bâtiment, mais on a aussi une typologie qui est assez proche du premier, avec aussi toujours des différences qui fait que tout d'un coup, le choix s'est porté effectivement sur la première partie. Mais on a aussi cette similitude, et c'est une tendance qu'on a vue dans plusieurs projets où on offre des balcons des deux côtés du logement. Ça, c'est un des éléments assez importants. Après, il y a des problèmes de distribution, de qualité distributive, la manière dont on va à l'espace nuit et on va à l'espace jour sans forcément croiser le living, etc., etc. Donc, félicitations pour ce troisième rang. J'appelle le quatrième rang, le projet PES Dispensaire, le bureau PFR Architecte. Voilà, c'est un projet intéressant qui formellement a affirmé et assumé le fait de ne plus obéir à l'orthogonalité traditionnelle. On a des précédents à Genève, comme un qui est très connu, évidemment l'immeuble de Sauget à Miremont-le-Cray, qui a aussi des typologies biaises et qui s'articule avec, disons, des orientations, soit du côté ouest ou du côté est, qui peuvent effectivement avoir des qualités. Alors c'est vrai que c'est des projets assez complexes au moment où on prend cette position pour pouvoir arriver à maîtriser l'ensemble d'éléments plus résiduels propres à ce type de géométrie. Mais voilà, le jury estimait que c'était important de relever les qualités, disons, de cette prise de position et d'orientation. Encore félicitations au bureau PFL. J'aimerais quand même citer et terminer, parce que c'est important, sans forcément inviter toutes les équipes, mais disons des 12 autres projets. On a ensuite, sans ordre, disons, de classement, le projet Toi et moi du bureau CLR qui est exposé, disons, au centre de la pièce et de part et d'autre. On a ça c'est le cinquième, un sixième projet Robinia du consortium architecte Arabal à Genève aussi. On a un septième projet donc, du bureau Tanari architecte et urbaniste, Prélude, également donc, retenu dans le deuxième degré. Puis on arrive au huitième, sauf erreur, Big Tasty de Nicolas de Courtonne, un bureau lausannois. Puis ensuite, journée particulière du bureau genevois Bonneau Zapata aussi, à Genève. Nid d'oiseau, qui est un jeune bureau aussi d'architecte établi à Genève dans le projet Nid d'oiseau. Un avant-dernier projet Sunidays également, d'un bureau cette fois qui sort des frontières genevoises puisqu'il est balois, le bureau Sedano architecte également, et puis le projet Citroën, qui est également un projet qui nous vient de Zurich par le consortium du studio Burkhardt, Lucas et Michael Architecture, donc bureau zurichois. Pour tous ces bureaux, j'aimerais qu'on les applaudisse très sincèrement. Didier, est-ce qu'il y a d'autres précisions, ou Caroline Casse de la Fondation sur... Voilà. Peut-être on va laisser la parole à Eric Argemi pour peut-être juste tourner bien, si ça suffit depuis là, d'expliquer les grandes lignes de votre proposition. Alors, j'invite le public à faire une rotation, puisque